Et je vais appeler du coup Inaki Garcia des Cortázar à me rejoindre. Bonjour Inaki, je vous donne la parole. Je vous invite à vous installer par ici. Et on est bon. Parfait. Bon. Bonjour, je suis tout petit. Donc merci beaucoup de l'invitation à contribuer à cette journée autour de l'impact du changement climatique sur la viticulture et avec un focus dans l'eau. Mon objectif de ma présentation, qui ne va pas être peut-être assez longue par rapport à l'enjeu que c'est les changements climatiques, mais qui permettra au moins de donner quelques éléments de contexte à ce qui va être traité dans la journée, va s'attarder sur un peu rappeler aux données des connaissances de base par rapport à quels sont les enjeux de ces changements climatiques, pourquoi on s'inquiète, pourquoi la communauté scientifique qui travaille actuellement sur ces questions est préoccupée et tire l'alerte sur les besoins d'atténuation et d'adaptation de nos sociétés à cet enjeu. Et ensuite, je vais essayer de vous donner quelques éléments de contexte de ce que l'on peut calculer aujourd'hui, observer au niveau d'impact dans la région méditerranéenne, et notamment un peu quels sont les outils que l'on mobilise dans ces cadres-là, comme des outils qui pourraient être mis à disposition pour les différents partenaires, qu'ils soient de la recherche au privé. Donc, je répare de loin. Je sais que la plupart d'entre vous êtes fatigués d'entendre parler du changement climatique, mais je fais le constat que si je vous demande comment ça fonctionne, certains processus, une voiture, on connaît tous une voiture, mais par contre, on ne saurait pas parfaitement expliquer comment elle fonctionne. Donc, je vais rappeler quelques éléments de contexte, et l'idée, c'est de vous montrer, de vous rappeler pourquoi c'est inquiétant. Donc, la figure que vous voyez à gauche, ça correspond... Alors, je ne sais pas s'il y a une souris qui me permet... Oui, j'ai là. Donc, ça nous permet d'observer l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre depuis pratiquement déjà 1 million d'années. Au cours d'1 million d'années, ce que l'on a vu avancer, c'était une évolution qui était plus ou moins constante entre un certain seuil de 200 parties par million et presque 300 parties par million. C'était des concentrations qui ont évolué au cours du temps par rapport à la nature, par rapport au cycle du Soleil, par rapport au cycle naturel de la Terre. Mais vous pouvez voir que quand on se rapproche de l'année zéro, on va dire, cette évolution des concentrations monte énormément jusqu'à atteindre une valeur de 415, actuellement même 417, 418. Et en fait, quand on commence à faire un zoom, on se rend compte que cette évolution très rapide de ces dernières années elle se produit de manière aussi progressive. Et quand on s'attarde sur les 10 000 dernières années, que c'est quand l'agriculture s'est développée, on voit qu'il y a quand même de l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, les espèces que l'on cultive, particulièrement, par exemple, dans des régions méditerranéennes, et sont plus implantées, on a pu développer cette agriculture sans avoir trop de variations. Et donc, on peut voir qu'en fait, on va avoir une variation très faible des dernières 10 000 années de ces concentrations. Et par contre, quand on fait encore un petit zoom dans la partie haute, dans les 200 dernières années, là, en fait, c'est depuis qu'on a démarré l'industrialisation, on voit que c'est à ce moment-là la mobilisation des énergies fossiles qui a généré cette augmentation importante qui nous concerne aujourd'hui. Quand on regarde ceci dans une autre perspective, c'est que ces gaz à effet de serre que l'on émet, en fait, ils ne sont pas là juste à l'instant T, mais qui vont rester un certain temps. Et là, vous avez à gauche les valeurs de durée moyenne qui peut rester une molécule de chacun de ces 3 gaz, donc les 3 gaz qui nous concernent, les CO2, le méthane et l'oxyde nitreux. Il faut comprendre que le CO2, il va rester 100 ans. C'est-à-dire que ce matin, en fait, nous tous, quand on est venu ici, et quand on a pris notre café, on a allumé nos appareils pour prendre le petit-déj, tous les gaz à effet de serre qui ont été mis dans toutes nos activités quotidiennes de ce matin, en fait, ce n'est pas la concentration que l'on pourrait mesurer maintenant qui vont nous donner une information sur ce que l'on a émis. En fait, ces gaz ils vont rester 100 ans à partir de maintenant. Mais ça veut dire aussi que les gaz, la concentration que l'on a aujourd'hui, c'est une concentration que l'on a accumulée depuis les 100 dernières années. Ce n'est pas notre concentration à nous. C'est la concentration qui a été générée par nous, par nos parents, par nos grands-parents et par nos arrière-grands-parents. Et donc, en fait, c'est temps lent de 100 ans qui nous inquiète, parce que ce n'est pas des temps à partir de maintenant qui a un impact sur ce qui peut se passer à l'avenir. C'est pour ça qu'on a besoin d'agir aujourd'hui. Un autre élément, et c'est ce que je montre dans la figure de gauche, c'est que la plupart des émissions se produisent dans les zones continentales, donc l'hémisphère nord,
Et là, c'est une image qui est arrêtée, mais si elle a laissé un mouvement, vous verrez qu'en fait, mes émissions, elles ne restent pas ici. Je ne suis pas un ballon avec ce qu'il y a mis aujourd'hui. En fait, elles sont parties à l'atmosphère et elles sont partagées avec tous. Donc en fait, il faut comprendre aussi que nos émissions, elles sont pour tous. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'émissions, ben, c'est aussi pour tous. Et si elle les simplifie d'une manière un peu plus simple, ça représente un peu un lavoir, en fait, notre système actuellement et les problématiques à laquelle on est confronté. Dans un lavoir, dans un village, on voit qu'il y a un canal, un petit tuyau par lequel il arrive l'eau, et il y a un tuyau par lequel il sort. Et en fait, souvent, c'est constant. Donc, ce lavoir, il maintient une quantité d'eau, plus ou moins. Ça serait notre atmosphère pendant des milliers d'années, comment ça a fonctionné, avec des petits allers-retours. Le problème, c'est qu'on a rajouté du tuyau au lavoir, mais pour rajouter de l'eau, et on n'a pas forcément rajouté des tuyaux au lavoir pour sortir l'eau, même on les raccourcit avec de la déforestation, les changements de pratiques. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est en train d'arriver au top du lavoir, au plus haut, et que des modifications trop courtes, elles peuvent avoir des impacts très faibles. Et ce qui nous intéresse, c'est d'y aller le plus loin possible dans ces systèmes. En France, les émissions, elles sont distribuées de cette manière, dont l'agriculture, elle est concernée par 20% à peu près des concentrations, des émissions qui sont émises aujourd'hui. Il faut comprendre qu'en France, nos émissions propres, donc de tous les secteurs, équivaut à pratiquement 6 tonnes et demie par habitant. Donc c'est les chiffres qu'il y a à gauche. 418, bon, je n'ai pas mes lunettes, donc je vois que dalle de près. Et 529 quand on tient compte de ce qu'on importe. C'est-à-dire que la plupart des vêtements qu'ils portent, certainement, ils n'ont pas été fabriqués en France. Donc les émissions qui ont été produites pour fabriquer ces vêtements dans un autre pays, en fait, il faut qu'ils y tiennent compte. Parce que j'ai fait émettre à quelqu'un d'autre des émissions que je consomme. Donc en fait, finalement, mon empreinte carbone, elle va être autour de 8 tonnes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objectif que l'on doit se donner tous, c'est de réduire à 2 tonnes. Ça veut dire qu'il faut diviser par 4 nos émissions que l'on fait annuellement par habitant en France. Alors les conséquences de ces émissions au niveau planétaire, elles se traduisent par plusieurs évolutions. Vous voyez à gauche, en haut, l'augmentation des températures avec un ratio très différent, en fait, une distribution d'augmentation très différente entre les régions continentales et les régions océaniques, et surtout entre les nord et les sud, avec une augmentation moyenne autour de 1,17, mais avec pratiquement 3 à 4 degrés déjà d'augmentation observée dans les pôles nord. Et on a une distribution de la pluviométrie qui change selon les régions de la planète, avec une diminution notamment observée dans les régions méditerranéennes. Et la figure de droite correspond à chaque colonne correspond à une année et chaque ligne correspond à un mois. C'est juste pour vous montrer que quand on parle d'augmentation, ce n'est pas quelque chose qui se produit de façon constante, elle se produit avec une certaine variabilité chaque année. On va avoir des mois qui vont être très chauds, des mois qui vont être peut-être moins chauds, des années qu'on va avoir une augmentation très importante pendant certains mois d'hiver, par exemple, et après, par contre, l'été va être plus frais, ou vice-versa. Et ça, c'est très important à intégrer parce que finalement, c'est une complexité de plus à gérer. On n'est pas en train de gérer juste un delta que l'on va rajouter à notre température, on est en train de gérer une variabilité qui est en train d'évoluer. Et juste pour vous montrer que les couleurs qui sont à la fin, moi ça fait 15 ans que je regarde cette figure, ça fait 15 ans que je vois évoluer malheureusement cette figure vers le noir et maintenant vers le rose, parce que les auteurs de cette figure n'ont plus dans la palette des couleurs suffisantes pour pouvoir représenter l'augmentation que l'on a mensuellement. Le rapport de l'IPCC nous a aussi montré une augmentation des différents extrêmes, comme les canicules, qui s'est fait de manière globale pratiquement, et les fortes pluies et les sécheresses, dans lesquelles nos régions de production elles sont affectées directement et déjà significativement affectées. Et quand on zoome en France, on reproduit le même schéma que l'on a vu à l'échelle mondiale, avec une augmentation qui est même plus élevée que celle que l'on mesure à l'échelle globale, donc avec une France qui se réchauffe encore plus vite que le reste de la planète, avec une distribution des pluies qui reste très différenciée entre les nord et les sud de notre pays. Et Météo France nous montre que voilà, on a une certaine coupure nord-sud, et donc la région méditerranéenne est plutôt affectée par une diminution des pluies. Et avec ces extrêmes climatiques, qui prennent vraiment une place de plus en plus prenante. Juste les chiffres, auparavant on avait une canicule tous les 5 ans, et dans les dernières années on a 2 canicules par an. On est en train de passer sur des fréquences annuelles très élevées du nombre de canicules à l'échelle nationale. Et c'est de la même manière par rapport aux sécheresses, dont on voit que l'année 2022, concrètement, la période d'été n'a pas été exceptionnelle, si on la regarde par rapport à d'autres années historiques,
la période annuelle, quand on regarde les déficits hydriques annuels, elle est particulièrement exceptionnelle et elle sort même des clous de ce que l'on connaît et même par rapport à ce qu'on s'attend à l'avenir. Donc c'est quand même 2022-2023 un cadre d'études intéressant. Alors je me suis permis de produire quelques résultats pour essayer de comprendre quels étaient les effets futurs. Et là, vous voyez par exemple comment la phénologie d'une syrah dans la région méditerranéenne pourrait évoluer, a évolué déjà dans les 40 dernières années. Donc c'est une comparaison entre la figure de gauche représente les deux décades de 1980-2000 et 2001-2021. Et on voit déjà qu'on n'a peut-être pas perçu complètement, mais on a une avancée des floraisons et véraisons qui va impacter la maturité déjà des 5 à 10 jours en moyenne dans les vignobles et dans la région méditerranéenne. Et on voit que voilà, les couleurs commencent déjà à changer localement. Pardon. Et si on s'intéresse à d'autres variables qui vont être impactées par cette modification de la phénologie, comme par exemple l'augmentation de la température maximale pendant la période de maturité ou la somme des déficits hydriques, donc la pluviométrie moins les TP, pendant tous les cycles de la plante, ben on voit qu'en fait déjà on a une augmentation encore plus importante de la température pendant la phase de maturité. Donc on a déjà 1,7 degrés observé déjà en 40 ans. Et on a un déficit qui apparaît déjà, pratiquement on a perdu 100 mm. On a augmenté les déficits hydriques du système de pratiquement 100 mm. Alors demain, en fait, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a différents types de scénarios qui peuvent arriver à l'avenir, avec des scénarios politiques, socio-économiques, démographiques, qui nous indiquent qu'on pourrait ou réduire très rapidement nos émissions, comme c'est les scénarios dans lesquels on devrait s'engager, ou se laisser un peu plus de temps. On va voir si peut-être, de toute façon, on sera capable de rattraper plus tard, voire de rien faire, comme c'est le scénario qui est marqué à haut. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les émissions d'aujourd'hui restent 100 ans. Donc toute action que l'on n'entreprenne pas aujourd'hui, on décale de 100 ans l'effet sur notre système. Et c'est ça que vous voyez à droite, c'est que finalement, vous voyez que même si à gauche, on a réduit très rapidement les émissions, à droite, la courbe bleue, elle ne bouge pas, parce que de toute façon, on ne pourra pas avoir un impact avant 100 ans. Et de toute façon, on va stabiliser les choses qu'en 2050. Il y a un effet de latence, une forme d'inertie dans l'évolution du climat. Exactement. Il y a un effet d'inertie. Et en fait, plus on retarde, on se rend compte que même dans les scénarios où on retarde le plus, on n'arrive même pas à atteindre les pics de stabilité à la fin du siècle. Et quand on introduit ça dans les modèles, finalement, on se retrouve que ça va générer différentes tendances d'augmentation de la température. Une autre image qui a été produite très récemment par les GIEC, l'IPCC, nous donne une image à l'état, à un pas de temps humain. Et là, vous savez, les gens qui ont 70 ans aujourd'hui ont vécu cette évolution de la température, donc une augmentation très nette, mais voilà, on va imaginer que ça restera dans une phase dans laquelle on va avoir une augmentation qui va être commune indépendamment des scénarios. Par contre, les gens qui sont déjà 40 ans, comme moi, on est certainement face à une période dans laquelle on va avoir déjà des divergences d'évolution de la température. Et surtout nos enfants, ils vont être sur des futurs pour l'instant qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas si on va être, à partir de 2050, face à une augmentation très radicale parce qu'on n'aura pas tenu nos enjeux et nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ou ils pourront stabiliser la situation comme à peu près aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, on sait déjà que jusqu'à 2050, on va continuer quand même à augmenter les températures. Cela nous donne deux images très différentes de la planète, que ce soit pour les températures ou pour la pluviométrie, avec une augmentation dans tous les cas très importante d'ici 2050. Ça pourrait être l'image de gauche au 2100 à la fin du siècle, dans les pires scénarios d'augmentation, donc des augmentations qui pourraient aller jusqu'à plus 11, 15 degrés dans l'hémisphère, dans les pôles nord, et avec une répartition des pluies très marquée, très différenciée. Et vous voyez que la région méditerranéenne est systématiquement contrainte par une baisse des pluviométries. Est-ce que, Inaki, on peut dire que l'atténuation est une condition à l'adaptation? L'atténuation, ça va être la condition de base pour que les modèles, comme je le dirai à la fin, d'adaptation que l'on puisse proposer aujourd'hui puissent y aller au-delà de 2050. Sans atténuation, pas d'équilibre Pas d'équilibre avant 2050, enfin après 2050, ça c'est certain. Et
beaucoup plus d'inquiétude sur nos systèmes de production, parce qu'on a des effets en cascade. Les températures, la pluviométrie, là vous avez les effets d'extrêmes qui peuvent émerger et augmenter, et un demi-degré de différence peut avoir des conséquences non négligeables sur l'augmentation de ces extrêmes, que ce soit les canicules, les fortes précipitations ou les sécheresses. Alors en France, je reviens un peu les schémas de tout à l'heure, on a cette même tendance avec beaucoup d'incertitudes de variabilité en fonction de la pluviométrie, et comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même un système qui est... Les modèles les traduisent d'une manière moins tendancielle que par rapport aux températures, mais d'une manière générale, ils nous confortent dans la tendance à la fin du siècle avec ces coupures nord-sud, et notamment dans les périodes estivales, et des recharges, ce qui peut être aussi une des questions qui peut être posée aujourd'hui dans la journée. Et quand on regarde comment les modèles nous disent qu'est-ce qui pourrait arriver à l'avenir, ben en fait, on accentue ces tendances que j'ai montrées tout à l'heure, des avancées, notamment pour la phénologie. Alors, les deux images que vous avez ici correspondent à les données observées. Et ça, c'est ce que les modèles de simulation nous disent. Donc, il y a une concordance entre les deux qui est plutôt très bonne. Et par contre, quand on commence à aller vers l'avenir, ben, on voit qu'on continue à avancer énormément la phénologie avec, par exemple, dans la région, des véraisons qui pourraient être à la fin du siècle, pratiquement systématiquement début juillet, par exemple. Et avec des conséquences au niveau des températures et des déficits hydriques, dans lesquels l'effet de décaler la phénologie, d'avancer les cycles, d'avoir une véraison au mois de juillet, nous amènerait à une augmentation à minima déjà autour des 2 degrés, 2 degrés et demi, des plus par rapport à aujourd'hui, pas par rapport au passé, des plus par rapport à aujourd'hui, et encore un déficit hydrique qui serait accentué en 2050, plus ou moins, mais de manière très importante à la fin du siècle par rapport à aujourd'hui. Donc, on est en train de presque doubler les déficits que l'on connaît déjà. Ça va avoir des conséquences. Je ne vais pas m'attarder dans cette diapositive, mais c'est juste pour dire qu'on a des choses qu'on a déjà observées, que ce soit sur tout ce qui va être la qualité, le rendement, les changements d'occupation de sol, les maladies, les événements extrêmes qui affectent la viticulture, et ça, que ce soit dans les passés, mais aussi pour l'avenir. Et donc, une des questions que l'on essaye de travailler dans nos équipes de recherche, c'est comment on peut travailler, quels outils on peut mobiliser pour continuer à approfondir ces connaissances. Aujourd'hui, d'une manière générale, on en a deux que l'on utilise majoritairement, des indicateurs et des modèles. Et les indicateurs, c'est des outils très simples, mais qui nous permettent de quantifier des effets de la faisabilité climatique d'une espèce, par exemple la vigne, ou d'un cépage dans une région donnée. Et il y a plein de travaux qui sont en cours et qui sont développés, que ce soit au niveau national, par exemple le portail Canaries France, et des travaux que l'on réalise au niveau d'INRAE, mais aussi au niveau local, au régional, avec les chambres d'agriculture et avec les instituts techniques qui développent des outils cartographiques ou pas pour exprimer et expliquer quels sont les effets passés et futurs du changement climatique. Et on a aussi les modèles qu'aujourd'hui suivent un développement continu qui va dans une acquisition des connaissances qui permet de représenter des systèmes depuis l'organe, la plante, la parcelle, les territoires, et donc de prendre en compte toutes ces interactions. Et donc aujourd'hui, les équipes de recherche qui travaillent sur le développement de ces outils, je dirais que malheureusement, on a dû orienter notre travail d'acquérir des connaissances vers des acquérir des connaissances pour essayer de sauver ou d'essayer d'adapter des systèmes. Et on n'est plus dans la connaissance pour les plaisirs de la connaissance, mais plutôt dans la connaissance pour l'urgence qui est de pouvoir répondre à certains enjeux qui nous soulèvent les changements climatiques. Je vous donne juste deux exemples qu'on a produits ces dernières années, comme des exemples qui permettent d'expliquer des choses. Un premier exemple, c'est un travail qu'on a fait en commun avec l'Institut rhodanien et les syndicats des vignerons de la vallée du Rhône, dans lesquels on a pu étudier comment et pourquoi la qualité du raisin avait changé ces dernières 60 années. Donc, ils avaient la base de données d'observation des suivis maturité, et on a pu mettre en perspective par rapport à des données climatiques, et ça nous a montré des évolutions qu'on connaissait déjà, l'augmentation des sucres, la diminution d'acidité, mais on a observé aussi des diminutions de rendement, et on a pu les mettre en perspective par rapport à des variables climatiques qui ont changé au cours de ces dernières 50 années, et qui nous expliquent pourquoi ça s'est passé comme ça, et aussi comment ça pourrait être à l'avenir. En deuxième étude, un travail qu'on a réalisé avec l'AOP Ventoux, dans lequel on les a accompagnés dans son réflexion
et par rapport à leur passé, leur présent et leur futur, de comment le vignoble il pourrait évoluer. Et ça va questionner aussi toute la question de l'espatialisation, les territoires, comment on va pouvoir prendre en compte des nouveaux zonages, des nouvelles zones de production qui pourraient être intéressantes. Je mets mes lunettes. Donc, pour revenir à la fin, et au niveau de quelques conclusions, c'est vraiment quelques idées pour amener, pour avoir du espace de discussion. Changement climatique, c'est un fait aujourd'hui. C'est plus une discussion, c'est plus une évaluation très scientifique. Et puis c'est même pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on agit pour demain. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on agit pour demain. On est tous des acteurs pour le limiter, à chacun à ses différents niveaux, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau institutionnel, décisionnel, et va avoir un impact, comme je vous ai montré, pas seulement sur notre vie par rapport aux prochaines années, mais aussi par rapport à celle de nos enfants. Il y a des risques, et on va en avoir plein qui vont émerger pendant la journée, certainement, mais il y a aussi des opportunités. Donc, il faut vraiment que l'on réfléchisse collectivement comment on peut s'approprier ces opportunités. Et pour répondre à la remarque de tout à l'heure, oui, aujourd'hui, dans les cas du projet La Cave, une des choses qu'on a tirées, c'est qu'on considère qu'on peut s'adapter à l'horizon 2050, malgré ce que je viens de montrer. On a, je pense, la connaissance, les techniques, les équipes de recherche, la mobilisation générale des acteurs pour essayer de s'adapter, mais sur un scénario dans lequel on resterait avec une stabilisation à partir de 2050. Si on bascule sur l'autre scénario, la situation et la capacité d'adaptation, elle sera beaucoup plus restreinte, et voire, dans certains cas, même inconnue par rapport à ce que l'on peut produire aujourd'hui. La viticulture a besoin de s'adapter, et localement, globalement, et l'enjeu de l'eau nous le montre clairement, on ne peut pas juste penser à notre point, l'eau, elle fait que passer chez nous, et elle vient d'ailleurs, et il ira après. Donc il y a vraiment une question des réflexions de toute la chaîne de production, que ce soit au niveau d'une filière ou d'une ressource. Et ne pas oublier que l'agriculture, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas montré, elle fait partie aussi des solutions. C'est-à-dire ça fait partie du maillon de la capacité que l'on aura de s'adapter au changement climatique. Il faut savoir que tous les secteurs en France doivent réduire, diviser par 6 leurs émissions d'ici 2050, sauf l'agriculture, qui doit diviser par 2, parce qu'on part du principe que l'agriculture va contribuer à le stockage de carbone, à la réduction des gaz, par d'autres biais, que ça ne sera pas juste la réduction d'émissions. Donc l'agriculture, elle a vraiment un rôle à jouer, la viticulture parmi les filières agricoles, et donc c'est important que l'on garde ça en tête, parce que c'est aussi un travail de réflexion globale que l'on doit mener collectivement. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Inaki. On peut l'applaudir pour cette introduction qui pose le cadre. Je rappelle Inaki que vous êtes donc chercheur INRAE, je ne l'ai pas dit, dans l'unité Agroclim. Donc vous savez de quoi vous parlez a priori. Et puis on a compris que derrière le diagnostic, il y avait surtout un appel à la mobilisation et en plus avec des outils qui permettent aux acteurs de la recherche mais aussi aux professionnels de se projeter. Donc il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Et on va en parler toute la journée. Merci beaucoup.